Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter dans quoi s'inscrit la triangulation de l'évaluation. Et puis, une autre vidéo suivra sur ce qu'est vraiment là, particulièrement ce qu'on va nommer comme étant triangulé lorsqu'il vient le temps d'évaluer. Cette présentation se nomme « Faire croître le succès » parce que c'est l'idée de trianguler, puis l'idée que je vais présenter au niveau de l'évaluation vient d'un document que l'Ontario a fait. Par contre, j'ai la prétention de croire que dans beaucoup de nos classes, on est déjà dans une perspective qui ressemble beaucoup à la triangulation. Par contre, c'est l'Ontario, le Conseil supérieur, le Conseil francophone qui a été les premiers là, à donner un vocabulaire puis une image pour montrer là, les concepts derrière ça. Donc, redonnons à César ce qui appartient à César. Alors, Faire croître le succès était un document qui est paru en 2010, justement là, écrit par le Conseil des écoles francophones de l'Ontario. Puis, l'idée d'en faire croître le succès, c'était vraiment de travailler l'évaluation et la posture évaluative des enseignants. C'est un peu l'équivalent de notre avis du Conseil supérieur d'éducation, évaluer pour que ça compte vraiment. Si vous n'avez pas lu Évaluer pour que ça compte vraiment, c'est une lecture incontournable à faire, surtout ces années-ci. Donc, je vous le recommande vivement. Il peut avoir l'air quand même assez épais. Par contre, il y a des rubriques, des sections qui s'adressent à l'université, au collégial ou encore à la formation professionnelle, à la formation générale des adultes. Donc, vous pouvez en sauter, là, puis vous consacrer seulement à la lecture de ce qui concerne la formation générale des jeunes. Donc, je poursuis avec Faire croître le succès. Dans Faire croître le succès, on partait plutôt d'une mentalité de performance vers une mentalité de croissance, qui est exactement ce qu'on est en train de faire à la commission scolaire en mathématiques, tant au primaire qu'au secondaire. On part d'une idée de réponse unique, une idée de standard à atteindre, à une idée où on accorde une place privilégiée à l'erreur, puis où on travaille à partir des conceptions des élèves. En ce moment, si vous voulez en apprendre davantage sur la mentalité de croissance en mathématiques, vous avez la formation animée en mathématiques qui est disponible en mode asynchrone. Puis, je suis disponible aussi si vous préférez la vivre en mode synchrone. Elle sera redonnée à l'automne prochain, je l'espère, en présentiel au Centre Saint-Louis. On a ensuite la formation, l'évaluation au centre, je recommence, l'erreur au centre de l'apprentissage en mathématiques, puis aussi toute la question autour de l'auto-évaluation puis de la rétroaction, qui existe aussi en mode asynchrone cette année. Donc, si jamais vous voulez tranquillement regarder ça, c'est deux formations qui existent pour vraiment là, travailler l'ensemble de la planification des mathématiques jusqu'à l'évaluation dans une perspective de mentalité de croissance. Donc, je reviens à mon document « Faire croître le succès » qui abordait cette idée-là, puis abordait l'évaluation dans trois intentions. Donc, au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant qu'apprentissage, puis l'évaluation de l'apprentissage. Le Conseil supérieur d'éducation, lui, a retenu seulement l'évaluation dans le but d'aide à l'apprentissage, puis l'évaluation dans un but de sanction. L'évaluation en tant qu'apprentissage, on va le retrouver beaucoup lorsqu'il serait question d'auto-évaluation, puis ça, on va le traiter là, différemment au Québec, mais on ne l'oublie pas. Pour ramasser un peu les grandes idées qu'on avait dans ce document-là, le Conseil a fait l'équivalent d'un Inukshuk. C'est une Inukshuk en fait. Puis, l'Inukshuk est composé de grosses roches. Ces grosses roches-là correspondent, si on veut, au processus évaluatif. Puis, ces grosses roches-là peuvent être vécues plutôt dans un ordre séquentiel, là, de 1 à 7, mais pourraient aussi être vécues dans le désordre. Entre autres, selon moi, lorsqu'on est à 4, 5, 6, 7, où là, on peut les vivre dans un ordre un peu plus là, mélangé. Par contre, 1, 2, 3, je trouve qu'on est vraiment qu'on devrait plutôt garder cet ordre-là, mais garder à l'idée qu'il est possible dans certaines disciplines de le vivre dans un désordre. Je vais le dire comme ça. Le mot discipline me fait penser de clarifier quelque chose avec vous. Au centre de service, je porte les disciplines des mathématiques et de l'univers social. Par contre, ce que je vais nommer quant à la triangulation, quant à l'Inukshuk, ce sont des idées qui sont transdisciplinaires. Donc, ce sont des idées qui peuvent être vécues autant en français qu'en éthique et culture religieuse, qu'en art plastique. Donc, c'est une posture évaluative qui peut être transdisciplinaire, donc appliquée à l'ensemble des disciplines. Donc, je vais regarder avec vous chacune des grosses roches. Je ne m'attarderai pas beaucoup à la roche numéro 3 parce qu'une vidéo va concerner la roche
3 en particulier. Donc, la roche numéro 1, c'est la roche qui va concerner les résultats d'apprentissage. Donc, effectivement, ça va être la première qu'on va faire. Puis, dans cette roche-là, on va essayer de voir c'est quoi ma cible. Donc, on va venir déterminer précisément quelle est la cible d'apprentissage de notre soit leçon ou séquence d'enseignement. Donc, puis, excusez-moi, cette cible-là, on va la clarifier en énoncés qui seront compréhensibles pour les élèves. Puis ça, ce sera bien important parce que si les élèves ne le comprennent pas, les roches 4, 5, 6 seront difficiles à actualiser. Donc, il faut vraiment que les élèves comprennent très bien c'est quoi la cible d'apprentissage. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on apprend? John Hattie va dire aussi que parmi les actions qui est recensées dans Visible Learning, l'idée de clarifier la cible est l'action la plus rentable, si on veut, chez l'enseignant. Pas la plus rentable parce que c'est elle qui a les gains les plus élevés. Non. La plus rentable parce que c'est celle-là qui va demander le moins d'efforts à l'enseignant, mais qui va apporter le plus aux élèves. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de rentabilité. C'est quoi clarifier une cible? Ben, c'est dire aux élèves qu'est-ce qu'on va apprendre dans un langage qu'ils vont comprendre. Donc, aujourd'hui, en tant qu'élève, je peux comprendre le rôle du dénominateur. Aujourd'hui, je suis capable de compter de 20 à 0 à rebours. Aujourd'hui, je suis capable d'identifier des nombres carrés. Donc, on donne des énoncés je peux, puis pour que les enfants puissent comprendre quelle est la cible qu'on veut atteindre. Puis là, je vous ai dit des exemples avec aujourd'hui, mais on peut aussi aller avec des séquences. Donc, 1, 2 ou 3 périodes, parce qu'on sait très bien que parfois on apprend quelque chose qu'on réussira pas nécessairement en une période. Et ça, soit dit en passant, je pense qu'on peut le clarifier aux élèves, que parfois on est dans une étape d'apprentissage, on se familiarise, puis on n'a pas une attente de réussite à la fin de l'heure. Parfois, je pense que de le dire, de le préciser aux élèves, ça peut peut-être réduire le niveau d'anxiété chez certains élèves. Poursuivons. Notre deuxième roche, ce sont les critères d'évaluation. Donc là, une fois que j'ai établi ma cible, ben, je vais devoir décrire clairement qu'est-ce qui va être requis, donc qu'est-ce que j'attends pour satisfaire mes résultats d'apprentissage. Donc, quand je vous disais, parfois, mon résultat ne sera pas une maîtrise, mais une familiarisation, ben, je le précise aux élèves. Je pourrais dire, ben, aujourd'hui, notre cible est d'identifier les nombres pairs entre 0 et 10, par exemple. Donc, on vient d'écrire c'est quoi une réussite, puis encore une fois, on donne des énoncés qui vont décrire à quoi ressemble une tâche réussie. Puis là, ben, ici, je vous dirais que tranquillement, si vous êtes capable de ramasser des exemples de tâches réussies, des exemples d'élèves, pas des exemples qui viennent d'adultes, tu sais, qu'on a fait, là, mais vraiment des exemples d'élèves, on masque les noms, puis on montre, regarde, ça c'est l'équivalent d'une tâche réussie. Dans certaines compétences, je pense que ça peut fonctionner. Si, par exemple, on travaille laisser des traces claires en mathématiques, bien, ça va aider les élèves de leur montrer des tâches qui, je recommence, ça va aider les élèves de leur montrer des exemples de travaux d'enfants faits avec des traces claires. Comme ça, ils pourront mieux comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux. À cet égard, l'idée de la marche silencieuse est un exercice qui est vraiment aidant parce que l'idée c'est de faire circuler les élèves de façon silencieuse, donc la bouche est zippée. Ils observent les traces des élèves, les cahiers sont ouverts, puis ensuite on fait un retour sur qu'est-ce qu'on a remarqué comme étant des traces claires, puis on met les critères qu'ils nous mettent. Comme ça, ben, ils ont en tête des exemples, puis c'est eux qui formulent les critères. Donc, on est vraiment dans quelque chose là, sur lesquels les élèves ont une emprise. Notre roche 3, la grosse roche, c'est susciter des preuves d'apprentissage. Donc, on va avoir l'idée de planifier, de recueillir des preuves d'apprentissage qui vont être diverses. Donc, il va recourir à différentes stratégies d'évaluation. Puis, ces stratégies-là vont me permettre d'obtenir des preuves grâce à l'observation, grâce à la conversation, puis grâce à la production. Donc, c'est ça qu'on va venir détailler dans une vidéo subséquente. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des observations? Comment je peux aller chercher des productions? Puis comment je peux aller chercher des traces en conversation? Et on va aller chercher ces 3 types de traces-là pour être capable d'établir un jugement sur la compétence de l'élève. Donc là, vous voyez que je ne veux pas juste établir mon jugement sur la situation problème, mais je peux utiliser d'autres preuves. Les épaules de l'Inukshuk, donc les pierres 4, 5 et 6, ce sont des
des pierres qui parlent de la rétroaction puis de l'auto-évaluation. Donc, la pierre numéro 4, c'est une rétroaction qu'on va fournir aux élèves avec une description de leur apprentissage. Donc, on va leur parler de leurs forces, des améliorations, puis des étapes à franchir aussi pour qu'ils puissent poursuivre l'amélioration. Donner une rétroaction qui est USB, donc utile, spécifique et bienveillante, est quelque chose d'important, puis quelque chose encore qu'on va réfléchir un petit peu avant. C'est pour cette raison-là que j'ai fait une formation sur la rétroaction pour que notre rétroaction porte. On ne fera pas une rétroaction à tous les élèves pour tous les travaux tout le temps. Ben non, ça se peut pas. C'est pas au niveau de la mathématique puis du calcul du temps, je pense que ça rentre même pas. On va cibler avec quels élèves on va venir interagir, pourquoi, puis comment. Puis on va s'assurer de donner à tout le monde une rétroaction, mais pas nécessairement avec tout le même type de tâches, puis pas nécessairement tout au même moment. Donc, en étirant un peu ça, on va être capable de voir l'ensemble de nos élèves sur une étendue de temps raisonnable. Par contre, parce qu'on peut pas être tout le temps, partout, en même temps, avec tout le monde, avec chacun des types de tâches, ben, on va aussi travailler l'évaluation par les pairs. C'est pour ça que en étape 1, il faut que nos cibles soient compréhensibles par les élèves. Donc, dans notre pierre 5, dans notre roche, l'élève évalue le travail d'un autre élève en se référant à notre pierre 1 et 2. Donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit très clair, puis c'est pour ça qu'il faut que l'élève sache qu'est-ce qui était attendu de lui pour être capable de venir repérer les pratiques gagnantes de l'élève, puis les pistes d'amélioration qu'il pourrait mettre en œuvre. Ensuite, l'élève lui-même va s'auto-évaluer en se référant aux critères d'évaluation puis aux résultats d'apprentissage. L'Inukshuk est un concept, une posture évaluative qui était pensée pour le préscolaire jusqu'en secondaire 5. Fait que c'est certain que quand on se parle d'auto-évaluation en première année versus les élèves de sixième année versus les élèves de troisième secondaire, c'est sûr que je suis pas au même endroit quant à la capacité de s'auto-évaluer. Par contre, deux de nos écoles primaires actuellement sont des écoles qu'on appelle des écoles du monde, des écoles de l'IB, du baccalauréat international, et puis travaillent depuis, là, je vous dirais, la maternelle. Chaque élève travaille l'auto-évaluation quant à ses compétences, là le mot m'échappe, mais des compétences particulières au programme d'éducation internationale. Pour l'avoir vécu comme enseignante, c'est quelque chose qui se travaille au primaire, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est certain que c'est quelque chose qu'il faut guider, puis il faut entraîner les élèves, puis il faut baliser un peu leur jugement, parce que les enfants, comme les adultes, certains s'évaluent trop durement, puis d'autres s'évaluent peut-être parfois d'une façon plus ou moins adéquate. Ceci dit, je vous dirais, d'expérience, en troisième, quatrième année, les élèves commencent vraiment à avoir un jugement très aiguisé sur leurs propres compétences par rapport à une foule d'actions. Si on leur donne des outils clairs, puis des critères, puis des attentes précises, généralement, leur jugement correspond assez bien à celui de l'adulte. Donc, c'est vraiment une mission qui est possible. Par contre, il faut savoir s'y prendre. Ensuite, la dernière pierre, c'est les objectifs d'apprentissage personnel. Donc, une fois qu'on a évalué l'élève, que l'élève s'est évalué, qu'il a travaillé en collégialité avec les pairs, qui eux aussi l'ont évalué, bien, on demande à l'élève, dans le fond, bien, qu'est-ce qu'il doit faire pour améliorer son apprentissage? Puis là, regardez comme c'est intéressant, c'est l'élève qui vient prendre en charge son amélioration. C'est l'élève qui doit se mobiliser pour venir nommer les actions qu'il veut poser, qu'il peut poser pour améliorer ses résultats, puis pour améliorer son apprentissage. Puis c'est lui qui doit planifier les prochaines étapes de son cheminement d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que tant l'élève qui est en difficulté ou qui est à risque que l'élève qui performe bien puis qui est au-delà des attentes dans chacune des disciplines, ben tous les élèves ont à faire cette réflexion-là. Donc, il n'y a personne qui plafonne, si on veut, parce qu'en prenant en charge son propre développement, l'élève est capable de placer des cibles d'apprentissage à sa hauteur. Donc, si l'enfant est au-delà déjà des attentes, il est capable d'aller chercher quelque chose d'un peu plus avancé, qui parfois peut être appris sans nécessairement venir couper l'herbe sous le pied de l'enseignant de l'année suivante. Donc, c'est un moment où l'élève, dans la perspective évaluative ontarienne, vient prendre en charge son propre développement. Donc, ici, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario a essayé de placer sur une ligne du temps, si on veut, le processus d'apprentissage.
C'est sûr que quand on essaie de faire un graphique avec un processus d'apprentissage, on peut pas faire l'unanimité parce que c'est un processus qui, je crois, à la base est très personnel. Ce que le conseil, par contre, mentionnait, c'est qu'on commence par les résultats d'apprentissage à définir avec les élèves, ensuite les critères d'évaluation pour ensuite faire l'apprentissage. Puis là, ben, on vient trianguler. On vient aller chercher nos preuves pour voir comment ça va. Puis à la lumière de ce qu'on reçoit comme éclairage, autant venant des pairs, venant de soi-même, puis venant de l'enseignant, ben, on se réajuste. Puis ensuite, ben, on poursuit la séquence si on veut. Mais tu sais, c'est pour ça que je vous disais d'emblée, ça se peut qu'on le vive dans le désordre, puis on va le vivre aussi dans l'ordre. Ben, comme, si vous remarquez, mes résultats d'apprentissage, mes critères d'évaluation sont au départ. Je vais y revenir souvent, mais ils sont énoncés dès le départ. Puis après ça, ben, je viens trianguler, puis je viens faire mon évaluation par les pairs à intervalles relativement logiques. Je veux dire ça comme ça, j'allais dire régulier, mais à intervalles logiques pour voir comment tout ça se déroule, puis comment on évolue sur notre dans le temps, puis dans nos énoncés. Donc là, vous avez comme l'historique de d'où ça part, la triangulation de l'apprentissage. Fait que là, ben, le vidéo suivant va vous montrer vraiment dans comment dire, précisément ce qu'est trianguler.